Pierre Fitzgibbon, il faisait référence tantôt. Il y a différentes façons de tomber dans l'entrepreneuriat. Ça peut nous arriver quand on est petit, ça peut nous arriver dans notre douche, ça peut nous arriver comme ça parce qu'on a une idée puis on trouve que c'est difficile, comme Judith nous en a parlé, de se trouver sa place sur le marché du travail. Puis on peut aussi reprendre une entreprise, parfois la relancer, d'autres fois la poursuivre avec sa touche à soi. Et c'est l'histoire de Nathalie Nasseri de Bleu Lavande. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Bien, on est tellement content que vous soyez là parce que vous avez une histoire toute particulière. Vous, donc, contrairement à d'autres, vous avez repris une entreprise, Bleu Lavande, qui avait une marque qui était très reconnue. Vous ne l'avez pas repris seul, vous avez des gars avec vous. Et ça vous a permis donc de réaliser un rêve d'entrepreneuriat? Je ne peux pas dire que j'avais un rêve d'entrepreneuriat. J'avais la fibre entrepreneuriale, puis je le voyais, je le sentais, on me le faisait remarquer aussi en grande entreprise. Mais j'ai vite réalisé qu'en grande entreprise, bien, veut pas, on a plus souvent les bras attachés parce que c'est gros, il y a de la politique, il y a de l'hiérarchie. Alors, j'arrivais pas nécessairement à mes fins puis à m'épanouir. Alors, quand je suis allée chez Bleu, c'était vraiment plus l'aspect PME qui m'a attirée. Oui, la liberté de me retrouver dans une PME où je pouvais justement, tu sais, élargir les ailes, essayer des choses. Puis Bleu m'a particulièrement intéressée parce que, bon, avait un historique financier précaire, sortait d'une faillite. Puis là, c'était le temps de vraiment faire ce que je faisais de très bien, ce qui était le marketing, les stratégies de commercialisation. Puis j'étais choyée parce que je suis avec 3 hommes d'affaires, 3 partenaires avec moi qui ne sont pas nécessairement actifs dans la business. Ils ont investi, eux, pour la pérennité de l'entreprise, d'une marque québécoise. Mais j'ai toujours accès à eux pour bander des idées, pour C'est discuter. Du savoir. Oui, c'est 3 hommes qui ont réussi, qui sont eux-mêmes entrepreneurs, certains retraités. Puis c'est toujours apaisant pour moi de savoir que je peux leur parler puis avoir leurs conseils aussi. Puis quand vous êtes arrivé, donc, vous avez fait l'état des lieux et il y a une chose qui vous a marqué pour vous, c'était le produit. Vous aviez vraiment une intention de donner de l'intégrité, davantage d'intégrité au produit. Oui, c'est important parce que, bon, le focus des dernières années avait été la survie de l'entreprise et non pas de donner de l'amour à ce qu'on appelle le product bundle. Alors, le contenu, l'emballage, l'étiquette. Alors, c'était urgent pour moi de revoir, de rendre le produit pertinent aux tendances. Tu sais, on parle d'une marque qui existe depuis 16 ans. Il y a 16 ans, on ne parlait pas de produits naturels. Alors là, je me retrouve avec une marque qui promouvoit le bien-être, le mieux-être, l'aromathérapie, mais avec une liste d'ingrédients de laquelle je n'étais pas très fière parce qu'elle n'était pas naturelle. Alors, c'était la première chose à faire vraiment, c'était de me bâtir une équipe solide qui croyait à cette vision et ensuite de vraiment se rouler les manches puis prendre les produits un par un. On parle d'au-dessus de 30 produits. Là. C'est quelque chose, là. Donc de revoir les recettes de chacun de ces produits-là. Oui, de revoir les produits une à une, les recettes. Là, il faut que tu t'assures que c'est la même sensation, le même taux de pénétration, la même odeur. Oui, parce qu'il y a déjà une fidélité. Les gens aiment les produits. Et là, vous dites, moi, je sais que les gens les aiment, mais moi, je veux m'assurer donc qu'il y ait une cohérence entre le message et ce qu'il y a dans le produit. Oui. Je veux dire, on utilise une huile essentielle certifiée ISO 3515, qui est vraiment, tu sais, l'or en termes d'huile essentielle fine de lavande. Mais ça ne marchait pas pour moi d'avoir un colorant artificiel ou d'avoir un parfum artificiel ou des ingrédients qui ne sont pas écologiques. Alors ça, c'était clé. Puis comme je disais, il faut s'entourer d'une équipe qui croit à ça aussi parce que c'est pour une PME, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Puis on y est arrivé, puis c'est tout le temps ça. C'est après ça, c'est de dire, OK, what's next? Bien, la certification sans cruauté, bien, ça va de soi. Aujourd'hui, je pense qu'il faut suivre ce que nos clients, nos consommateurs veulent. Puis, cruauté animale, plus personne ne veut ça. Alors, c'est naturel pour nous d'aller chercher cette certification-là. Alors oui, on ne s'assoit jamais sur nos lauriers, comme vous aviez indiqué dans un texte que vous m'aviez envoyé. Puis, il faut toujours pousser la machine.
Et là, bien, vous avez parlé de cette équipe de direction qui est autour de vous, qui partage cette vision-là. Ça prend aussi des travailleurs, des travailleuses, et ça a été un défi pour vous, donc le recrutement de la main-d'œuvre. Tantôt, Judith faisait référence, là, elle a connu une croissance fulgurante. Vous avez aussi, vous êtes loin, là. Oui. Vous n'êtes pas à porte, là. Vous êtes dans, vos champs sont magnifiques, vous donnez accès au public, mais une fois qu'on a dit ça, quand on a besoin de gens qui viennent travailler dans les installations, c'est un petit peu plus compliqué. On est plus loin. Il faut savoir conduire, hein, puis il faut être capable de se rendre, là. C'est sûr. C'est sûr que nos champs à Fitch-Bay, pendant 16 ans, ont apporté le bonheur total à tous nos visiteurs. Mais les difficultés, justement, de recrutement, d'embauche, on est éloignés. Et aussi le consommateur qui nous demande d'être plus présent, de nous visiter à l'année. Tout ça nous amène nous a amené à prendre la décision de relocaliser. Alors, dès ce printemps, on relocalise tous nos champs à Magog, vraiment à la porte d'entrée de l'Estrie, puis on travaille pour un centre d'interprétation, un centre immersif avec Moment Factory pour justement être là. Wow! Ça va devenir comme une espèce de mon Dieu, on voit ça, on le voit avec des grandes marques comme Hershey, entre autres, où on peut aller visiter et vivre des expériences. C'est ce que vous souhaitez, là, au-delà, parce que c'était déjà vivre une expérience d'aller dans les champs de bleu. Mais je veux la vivre à l'année. Je veux que le consommateur puisse nous voir à l'année, qu'elle puisse visiter. Même quand les champs ne sont pas en fleurs. Oui, parce que l'expérience des champs, on va la vivre à l'intérieur, puis on peut visiter, on va avoir une savonnerie qui peut être visitée. Wow. Nos savons sont faits à la main, alors les gens s'intéressent à voir ça. On nous demandait d'y avoir accès. Alors oui, c'est des beaux projets. Mais là, faire ça, parce que là, vous allez déménager à Magog comme ça, mais vous faites ça dans une année où il y a du confinement, puis de confinement, la construction fonctionne à vitesse réduite parfois. Ça ne doit pas être évident à planifier comme projet? C'est pas évident à planifier, mais il faut que je touche du bois que ça a quand même bien été pour nous. Souvent, on fait ça comme ça. Oui, c'est ça. Parce qu'on a un peu la tête bleue. Là, je regardais, je dis, mes talons sont en bois. Oui, non, on a vraiment été chanceux à travers la COVID parce que, bon, avec le deuxième confinement, c'est sûr qu'on se demandait si la construction allait arrêter. Ça allait nécessairement nous affecter, mais finalement, elle ne l'a pas été. Ça nous a donné un gros coup de main, justement, pour garder notre échéancier, oui. Et donc, là, vous allez avoir ce nouveau centre-là. Qu'est-ce que ça va changer, évidemment, au niveau de la proximité? Le consommateur va être là à l'année. Au niveau de vos processus d'affaires, est-ce que ça a fait en sorte aussi que vous avez investi, on parle beaucoup du défi de la productivité, est-ce que ça a fait en sorte que vous avez aussi investi dans la façon de faire? Donc, on avait la façon donc la recette du produit, mais aussi comment la produire pour être capable de produire, par exemple, et optimiser les processus? Le gros avantage de notre relocalisation, c'est qu'on va tous être sous le même toit. Puis ça, je peux pas... c'est tellement important. Je pense souvent aux entreprises qui ont plusieurs emplacements, des bureaux de vente à un endroit et un siège social à un autre. Pour moi, c'était tellement clé d'être intégré avec l'équipe, de pouvoir être live avec nos médias sociaux, que notre directrice marketing, elle puisse sortir de son bureau puis être avec les clients dans les champs si elle le veut. Pour moi, les processus, ce que ça va changer, c'est vraiment une belle intégration de l'équipe avec la synergie de l'équipe avec nos consommateurs puis avec ce qu'on fait qui est la production de la vente. C'est le fun parce que Marie-Claude Rouillet nous dit justement qu'elle voit la nouvelle construction à Magog toutes les fins de semaine et elle dit ça va vite et ça va être vraiment magnifique. Elle vous félicite. Merci. Elle dit c'est vraiment beau. Puis ça doit être le fun, effectivement, quand on est dans une communauté comme Magog, de voir grandir un projet, puis un projet qui est ancré aussi dans quelque chose de naturel, dans une façon différente de faire les affaires. C'est super passionnant. On l'a dit, c'est une année qui n'est pas facile, cette année-ci. Bon, il y a des beaux projets qui se déroulent, mais il y a aussi, parce que c'était un de vos objectifs, donc de faire sonner la caisse rapidement, d'exporter.
parce que Bleu Lavande a ce potentiel-là de pouvoir exporter. Vous aviez commencé à ouvrir certains marchés. Comment ça s'est passé avec l'année qui est arrivée? C'est drôle parce qu'à peu près à la même date, je revenais l'année passée du Cosme Tokyo au Japon, puis on commençait là, à mettre les masques. J'étais avec vous l'aviez vu là, de première. Oui, il a fallu mettre le masque, puis on trouvait ça très drôle, mais là, on trouve ça un petit peu moins drôle, là, un an plus tard, mais... je suis revenue du Japon me demandant vraiment ce qui allait arriver. Puis finalement, oui, le COVID a ralenti tout le processus d'exportation, mais n'empêche que, pour nous, en fait, on avait été invités par le gouvernement du Québec dans le cadre des programmes d'exportation à aller au Cosme Tokyo. Puis 2 mois après notre arrivée, on avait déjà signé une entente de distribution avec le Japon, avec la Corée du Sud, et je viens de signer aussi pour l'Israël et Hong Kong. Alors, est-ce que le chiffre d'affaires suit ce que je voudrais que ça suive maintenant? Non, parce qu'évidemment, tout a été ralenti avec le COVID dans tous les marchés mondiaux. Mais l'intérêt est là, les discussions continuent et je pense que c'est juste une question de temps pour que ça explose. Puis, vous avez parlé, effectivement, moi, je pense qu'il va y avoir plein de potentiel, puis on l'a dit, il va y avoir des reprises, qui vont être fulgurantes dans certains domaines, puis peut-être le vôtre, mais en même temps, on l'a dit, là, tout le monde a un push-push maintenant en main, tout le monde a un savon, tout le monde... Alors ça aussi, c'était une opportunité pour vous, peut-être? Tout à fait. Écoutez, ça n'a pas pris du temps après l'annonce du gouvernement. On était back-order sur tous nos désinfectants. Ça a été vraiment un gros boulot pour nos achats, pour mon directeur des achats. C'est ça qui faisait 24 heures par jour, lui, c'était de trouver des composantes parce que d'un coup, il n'y en avait pas. Mais c'était ça aussi la dynamique de notre équipe. On est une petite équipe de direction. On comprenait ce que Dominique vivait, bien, on l'aidait sur d'autres tâches, que pour le laisser justement gérer l'urgence. Mais oui, ça nous a aidés beaucoup. Les consommateurs nous ont écrit pour nous dire que c'est le fun d'avoir un désinfectant qui sent bon. Oui, bien, parce qu'on a connu vraiment mon Dieu, toutes les gammes. S'il y a eu les arcs-en-ciel, on a eu aussi toutes les gammes, l'arc-en-ciel de petits gels à main, avec des choses plus ou moins réussies parfois. Oui, c'est ça. Fait que le fait qu'on était naturel, que nos savons à main sont naturels, ils n'irritent pas la peau, le COVID a eu tout son côté désagrément, mais pour nous, ça a été une expérience qui nous a permis justement de lire davantage nos consommateurs qui nous écrivaient, qui nous disaient qu'ils appréciaient les produits. Parce que veut pas, l'hygiène a tellement augmenté. Mais en même temps, ça a eu des bénéfices. Là. Il y a moins de rhume, il y a moins de gastro, puis peut-être que c'est quelque chose qu'on va garder. Moins de voitures sur la route. Oui, aussi. Il y a beaucoup de bénéfices, c'est ça. Puis, en même temps, pour des entreprises comme les vôtres, moi, je pense qu'il y a probablement des comportements qui vont demeurer. Justement, l'hygiène des mains, si ce n'était pas quelque chose qui était bien ancré. Vous avez parlé de votre voyage en Asie où il y avait justement déjà la culture du masque. Nous, on ne l'avait pas. Il a fallu développer différents aspects. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous regardez pour l'avenir, comment les tendances vont se développer? Oui, moi, je pense que c'est pas demain matin, là, après le vaccin, qu'on va arrêter de se désinfecter les mains. Je pense que cette tendance-là va rester. La tendance que j'espère va rester vraiment pour toutes les entreprises québécoises, c'est de continuer à encourager les marques locales parce que ça, c'était un des avantages, je trouve, de la COVID, c'est que ça portait le consommateur à justement regarder vraiment qu'est-ce qui se fait chez nous. Oui, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient fabriquées ici. On avait aussi des lacunes, mais on s'est rapidement tourné de côté. Vous parlez du gel pour les mains. On a parlé des masques. Il y a des entreprises au féminin qui ont fait des masques. Je pense à la Coop, à Hochelaga Maisonneuve. Donc, ça nous a donné cette sensibilité-là. Mais pourtant, Bleu Lavande aussi en avait bénéficié parce que je pense que c'est une marque un peu... coup de cœur des Québécois, malgré les difficultés financières. Oui, malgré les difficultés financières, on est une marque vraiment, comme vous dites, un fleuron québécois. Oui. Je l'aime bien, fleuron, parce qu'on est quand même une fleur à quelque part. Bien, c'est magnifique, oui, c'est ça. Oui. Mais il reste qu'on n'était pas tout seul sur le marché. Il y avait des marques américaines, des marques européennes, mais on a vraiment vu, sincèrement, dans tous nos canaux de distribution, les consommateurs ont continué à nous encourager, puis ont augmenté même leur fréquence d'achat. Et
ont essayé des nouveaux produits qu'ordinairement, bien, il n'y aurait peut-être pas eu le temps d'essayer, mais on est confinés, alors c'est le temps merveilleux de se donner des soins. Mais ça, pour nous, ça a été vraiment, vraiment magique. Puis je souhaite que ça va continuer pour tous les Québécois, là, de continuer à encourager le plus possible localement. C'est intéressant parce que hier, on annonçait là, que Panier Bleu allait devenir transactionnel et tout ça. Avec Judith, on parlait d'un site aussi transactionnel. Est-ce que pour vous, vous étiez déjà prêt à faire les ventes en ligne? Est-ce que ça commandait un nouveau défi pour Bleu Lavande? C'est sûr que la quantité avait augmenté de façon hyper significative. Puis je ne cache pas qu'il y a des après-midi que mon conjoint puis moi, on était là, puis on pactait des boîtes, puis on aidait l'équipe à l'expédition. C'est ça, oui. Mais ça nous a fait plaisir de le faire, puis ça fait partie d'être entrepreneur. Oui. Puis il faut encourager l'équipe aussi, là, tu sais. C'est ça, puis de vous sentir là, probablement que tout le monde était très motivé à être sûr. Et est-ce que la clientèle a été, elle a été au rendez-vous pour les commandes, bien sûr, mais est-ce qu'il y avait une certaine patience? Parce qu'il fallait, il y a parfois, on commandait en ligne, puis ça pouvait prendre 2 semaines, puis c'est pas la faute 2 semaines, puis je suis généreuse, là. Oui. C'est ça, parce que finalement, on avait des difficultés de livraison. Est-ce que vous avez senti une certaine résilience de la part du consommateur? Moi, j'ai senti vraiment qu'ils étaient très patients. C'est sûr que certains nous écrivaient pour dire que, tu sais, ils n'avaient pas reçu leur colis. Alors oui, notre service clientèle, le volume avait augmenté aussi, mais c'était pas méchant. C'était juste, tu sais, est-ce que ça a été perdu? Est-ce que ça s'en vient? Et on a découvert que finalement, il y avait une espèce de grand trou et que là, entre les deux, entre le départ, parce que quand on suivait nos colis, on voyait qu'il y avait le départ, puis après ça, il y avait un long trou où on attendait, puis après ça arrivait quelque part. Oui. Fait que non, vraiment, tout le monde a été très collaboratif. Puis la COVID, pour ça, a quand même été rassembleur, je trouve, parce que le consommateur savait qu'on ne retient pas la commande. Là. Non, c'est ça. On n'a aucun plaisir à retenir la commande à personne. Là. On a dit que la crise, ça avait été un révélateur de nos forces, puis un révélateur de nos faiblesses. Je pense que parmi les forces de Bleu Lavande, il y a maintenant cette force d'équipe. S'il y avait des choses que vous avez apprises sur l'entreprise, est-ce qu'il y a des leçons apprises, des choses que vous faites maintenant différemment? Bien, on n'est pas encore en application, mais oui, ce qui a été flagrant pour moi, c'est de réaliser à quel point, en augmentant le volume, on va devoir investir davantage dans de la technologie. C'est ça. Oui. Donc, dans toute dans toute la ligne de production puis d'expédition et tout ça. On l'a dit, il y a beaucoup de gens qui sont avec nous aujourd'hui, qui sont des entrepreneurs qui n'ont pas encore atteint peut-être la catégorie dans laquelle vous vous trouvez. Vous avez 3 partenaires. En cette année de COVID, comment ils ont été? Parce que vous l'avez dit, c'est des partenaires silencieux habituellement. Est-ce qu'ils ont joué un rôle particulier parce que c'était une année particulière? Oui, ils ont joué un rôle particulier dans l'optique où ils m'ont toujours encouragée. Tu sais, je ne cache pas que quand les composantes étaient difficiles, bien, avant, tu pouvais commander 10 000 bouteilles. Là, d'un coup, il fallait que tu achètes le troc au complet. Bien, c'est sûr que ça me stresse sur la liquidité, mais c'est go, vas-y, tu n'es pas plus avancé si tu n'as pas de bouteilles pour remplir, tu sais. Fait qu'ils m'ont fait confiance, ils m'ont encouragée, puis ils ne m'ont pas rajouté du stress. T'sais, j'en avais déjà que c'est assez. important. Oui, on en avait déjà assez de ne pas savoir, est-ce que tous les commerces sont fermés, est-ce que ça ne va pas fermer. T'sais, ils ne m'ont pas rajouté une couche de stress, ils m'ont juste encouragée. Puis si on revient à la question d'Isabelle, Nathalie, elle, comment elle gère son stress? Parce que j'imagine qu'il y a des soirs où on rentre puis il y a plus de questions que de réponses, là. Bien, heureusement, j'ai un conjoint qui aussi est entrepreneur et qui comprend ça. Ça, c'est bien, oui. Ça pas de... Je veux dire, tu ne peux pas mettre une valeur là-dessus, là, c'est tellement important. Puis, moi, c'est les listes. Tu sais, qu'est-ce qui me stresse? C'est quoi mes priorités? Qu'est-ce que je peux contrôler? Puis qu'est-ce que je ne peux pas contrôler? Donc, vous faites des listes avec ces éléments-là? Oui, puis mon équipe aussi. Mon équipe de direction, il n'y a pas de hiérarchie chez nous.
on est capable de se dire les vraies affaires, puis je suis capable de leur dire qu'est-ce qui me stresse. Puis en parler avec ton équipe, je trouve que, tu sais, s'ils sont là, c'est parce que tu leur fais confiance. Oui. Alors, tu dois faire confiance aussi à leurs habiletés puis à comment ils peuvent contribuer. Puis en terminant, la même question que je posais à Judith, donc s'il y avait un conseil aux gens justement qui ont envie de grandir avec leur projet d'entreprise, vous leur diriez que ce serait quoi? Bien, je pense que c'est de plonger, mais de bien s'entourer, de savoir avec qui on fait affaire, avec qui on va travailler. Puis là, ça peut être plate à dire, là, mais d'avoir une convention d'actionnaires au besoin. Ah, c'est pas plate, c'est un conseil très judicieux, je pense. Je pense que c'est justement, juste passer à travers une convention d'actionnaires, tu réalises, OK, je veux-tu travailler avec ça? Si ça arrache déjà dans une discussion de convention, ça va donner quoi plus tard? Puis pas avoir peur, moi je trouve que c'est un très bon conseil. Donc, de ne pas avoir peur que même pendant la négociation, si on sent qu'il y a des choses qui sont difficiles, de peut-être reculer. C'est pas, tu sais, de pouvoir peut-être prendre un moment de recul puis de se dire, bien, est-ce vraiment la bonne personne? C'est ça, exact. Je trouve que c'est tellement important parce que moi, je viens de le vivre. Là, on a passé une situation de crise, j'étais super bien entourée, puis ça fait toute la différence. Puis après ça, c'est de s'entourer avec une équipe de direction de confiance. Donc, de bien choisir ces gens. Oui, puis même si on se trompe, c'est pas grave, on fait les changements. Ça, c'est important parce qu'on n'en parle pas suffisamment. Je pense qu'on peut apprendre de nos erreurs. Ça fait un peu cliché de le dire, mais de tenter de grandir plutôt que de se diminuer puis de se ralentir avec les erreurs, de se relancer. Oui, on en fait des erreurs, là, on est humain. C'est ça, il n'y a pas personne qui a un parcours linéaire parfait, là, sans erreur, sans accroc. Alors, on se dit que de ça, on apprend, on grandit puis on devient meilleur. Ça a l'air comme, c'est ça a l'air d'un peu une carte Hallmark, mais ça marche, je vous le dis. Alors, Nathalie Lasseri, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci infiniment. Beaucoup.